Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le vendredi 27 novembre. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Ouverture du salon du voyage et de la croisière au World Trade Center, plus de 35 exposants de toute la chaîne du voyage réunis. Les transporteurs de personnes à mobilité réduite se font entendre pour dénoncer un statut précaire et des tarifs insuffisants. Les concurrents de la Mini Transat Île de Guadeloupe récompensés au Memorial Act au cours d'une cérémonie grandiose. Le journal, Aurélie Ronze. Mais avant de développer tous ces titres, on commence avec cet incendie qui s'est déclaré aujourd'hui vers 13h dans une maison en bois abandonnée rue de la République à Pointe-à-Pitre. Une vingtaine de soldats du feu étaient sur place pour venir à bout de ce sinistre, une tâche qui a été quelque peu compliquée avec l'électricité qui n'était pas coupée. Aucune victime heureusement n'est à déplorer. On ignore encore quelle est la cause de cet incendie. En l'espace d'un mois, il s'agit du 3e feu de maison abandonnée à Pointe-à-Pitre. Des images signées Patrick Curie. Tout autre chose maintenant, vous souhaitez vous évader, faire un break. Le salon du voyage et de la croisière a ouvert ses portes ce matin au WTC de Jarry. Structures hôtelières, compagnies aériennes, voyagistes sont présents pour que vous puissiez programmer vos prochaines vacances. Un salon qui s'adresse également aux professionnels pour notamment les voyages d'affaires. Le reportage de Karine Gelman. L'évasion dans le travail, des hôtels luxueux, des bateaux de croisière, tout cela dans le cadre d'un séminaire. Le voyage d'affaires est en expansion en Guadeloupe. Je peux parler pour le compte de Fort-Royal où on a une salle de séminaire et on en fait de plus en plus. Et après c'est vrai que la clientèle affaires reste aux alentours de tout ce qui est Gosier, Pointe-à-Pitre, Jarry. Fort-Royal, la marina du Gosier sont en effet des lieux stratégiques car près des pôles économiques. Organiser un voyage d'affaires, c'est aussi faire face au contexte économique des entreprises. Aujourd'hui, c'est vrai que les clients sont en attente de plus de services face à la concurrence évidemment d'Internet et face aux contraintes qu'on a dans les entreprises en termes d'optimisation de budget, restriction des coûts, vous le voyez partout, des visioconférences, moins de collaborateurs qui se déplacent, mais malgré tout, toujours le souhait de voyager et au meilleur prix. Le développement des lignes d'avion est une aubaine pour cette clientèle. Je pense que ça va intéresser une clientèle d'affaires, effectivement, sur les États-Unis. Il n'y a pas beaucoup de développement de la Guadeloupe sur les États-Unis, mais on peut espérer l'inverse. Par contre, du tourisme qui va arriver sur la Guadeloupe. La Guadeloupe est également une zone de voyage d'affaires pour la métropole et l'étranger. On a des formateurs, des gens qui viennent de tous les horizons. On organise également parfois, comme là dans le cadre du conseil régional, la conférence sur le climat. Du coup, on a fait venir des acteurs de toute la Caraïbe, mais aussi au niveau mondial, de différentes destinations. Travailler dans une atmosphère agréable, ensoleillée, de quoi remonter le moral des équipes. Le salon du voyage et de la croisière qui se déroule jusqu'à dimanche au WTC de Jarry. La grogne du groupement des transporteurs de personnes à mobilité réduite. Il dénonce la grille tarifaire qui n'est pas adaptée avec la réalité. Il souhaite également être mieux reconnu au niveau national. Patrick Curie les a rencontrés, son reportage. Andy Belair est transporteur. Son créneau, le TPMR, le transport de personnes à mobilité réduite. Pour cela, son outil de travail est un véhicule qui nécessite un aménagement spécial. Un aménagement qui peut se révéler très onéreux. Selon Andy Belair, secrétaire du syndicat des TPMR, les professionnels de ce secteur sont en situation de précarité. En cause, des tarifs mal adaptés à la réalité, malgré une hausse récente de 2%. Une convention avec la sécurité sociale fixe les tarifs et le statut des professionnels, mais il serait un peu flou. Aujourd'hui, nous réclamons une tarification adaptée. Nous réclamons également un tarif TPMR qui tiendrait compte du prix du véhicule, du temps qu'on met pour acheminer le malade, pour le descendre, etc. Et également une reconnaissance au niveau national. Nous en appelons aux politiques, puisqu'aujourd'hui, bien sûr, ça passe par les politiques. Nous devons être reconnus en métropole comme une profession d'utilité publique. Et nous appelons aussi au Conseil général, puisque nous faisons le transport des enfants qui vont dans les centres, dans les écoles spécialisées, qui puissent aussi revoir le tarif, puisque là encore, nous avons un rapport d'expert comptable qui dit clairement que nous travaillons à perte. Aujourd'hui, cette profession qui représente 40 sociétés et 300 employés menace d'entamer un mouvement pour faire aboutir ses revendications.
Autre profession à être mécontente, les producteurs de bananes. Il y a une semaine, les élus régionaux ont voté une délibération en faveur du projet Cap vers 100 000 tonnes de bananes. Un objectif qui va permettre de favoriser l'installation de 40 jeunes et de créer environ 500 emplois. Pourtant, les producteurs ne sont pas pleinement satisfaits. Explication avec Karine Gelman. Les producteurs de bananes de la Guadeloupe à demi satisfaits. S'ils ont reçu une réponse positive de la région pour la mise en œuvre du projet Cap vers 100 000 tonnes de bananes d'ici 2020, ils attendent toujours la réponse de l'État. Aujourd'hui, ça fait quand même 3 ans qu'on se bat pour cette enveloppe. D'accord ? Donc on a la région s'est engagée, c'est déjà très bien. Donc maintenant, bien sûr, on attend cette réponse de l'État qui commence à devenir un peu... qu'on attend vraiment avec impatience. En effet, afin de passer de 77 000 tonnes à 100 000 tonnes de production de bananes, il leur manque une partie des financements. Et ce, en dehors de l'aide de 600 000 € promise par la région, qui est une aide dite compensatoire. Cette aide devrait permettre de garantir un revenu équitable aux producteurs. 600 000 € qui a été, qui va être versé par la région. Et en fait, c'est une aide compensatoire par rapport aux tonnages qui ont été effectués en 2014 par les producteurs. D'accord ? Et l'autre sujet, c'est que la région s'est engagée par rapport au cap 100 000 tonnes que le groupement Banane veut envisager de faire d'ici 2020. Le projet initié doit permettre l'installation de 40 jeunes exploitants et de créer près de 500 emplois indirects. Cette installation représente une masse salariale de près de 7 à 8 millions d'euros. De la solidarité à présent, la Banque alimentaire de Guadeloupe organise comme chaque année sa collecte de denrées non périssables. Les bénévoles seront postés jusqu'à demain à la sortie des supermarchés pour récolter vos dons, des pâtes, des boîtes de conserve ou encore de la nourriture pour bébés qui seront ensuite donnés aux associations qui les redistribueront aux personnes les plus démunies. Direction notre grande région de la Caraïbe, il est question ce soir d'agriculture en Jamaïque, du bilan de la 62e réunion de l'Organisation des États des Caraïbes orientales. Mais tout d'abord, on parlera tourisme avec la destination Cuba. Voici la Minute Caraïbe, elle est proposée ce soir par Muriel Barlagne. Avec la réouverture de l'ambassade des États-Unis à La Havane au mois d'août dernier, une nouvelle ère s'est ouverte dans les relations États-Unis-Cuba. Célèbre pour ses cigares, ses monuments historiques et ses voitures vintage, Cuba est la seule destination des Caraïbes à avoir été sélectionnée parmi les 10 destinations retenues pour 2016 par les plus grands spécialistes mondiaux en voyage de luxe. Comme l'indiquait l'écrivain Mark Johansson, beaucoup de touristes veulent découvrir cette île des Caraïbes qui semble figée dans le temps avant que les Starbucks, McDonald's et Pizza Hut ne viennent la dénaturer. Les organisateurs de voyages de luxe comme Western & Oriental ont encouragé leurs clients à réserver 6 mois à l'avance s'ils veulent être certains d'être servis. L'Organisation des États des Caraïbes orientales, OECS, a publié un communiqué sur la 62e réunion qui s'est tenue à la Dominique mi-novembre. L'organisation a souhaité que des leçons soient tirées du désastre provoqué par la tempête tropicale Erika en Dominique et qu'elles servent de réveil face aux dangers liés au changement climatique. Les chefs de gouvernement ont exprimé leurs condoléances au gouvernement et au peuple de France pour les attaques brutales sur Paris. L'organisation a réaffirmé son engagement en faveur d'une coordination des positions de ses membres en matière de politique étrangère, du développement de l'Internet à haut débit, de l'amélioration des soins de santé et a salué les travaux réalisés en faveur de la libre circulation des personnes au sein de l'organisation. L'organisation a noté des progrès dans les négociations visant à l'adhésion de la Guadeloupe et de Saint-Martin en qualité de membre adhérent de l'OECS, comme la Martinique. Le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, Derrick Kelliher, a déclaré qu'est venu le temps pour un nouveau type d'agriculture qui soit porté par les jeunes et qui intègre les innovations technologiques. Dans le cadre des mesures arrêtées pour intéresser davantage de jeunes aux activités agricoles, le gouvernement a mis l'accent sur la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. 12 millions de dollars ont par ailleurs été investis pour la modernisation des programmes du lycée agricole pour développer un secteur moderne et hautement productif.
Retour en Guadeloupe avec cette rencontre assez inattendue entre deux instruments, une rencontre entre le gros-ca et le violoncelle. Le duo Raspail-Segal est actuellement en tournée dans la Guadeloupe. Les deux musiciens étaient à l'archipel hier soir. Ils seront demain soir à Capesterre-Belle-Eau. Portrait avec Richard Scott-Tamar. Le hasard fait bien les choses, alors que l'on fête les 1 an de l'inscription du gros-ca au patrimoine mondial de l'UNESCO. Roger Raspail et Vincent Segal, tous les deux orfèvres dans leur art respectif, le tambour gros-ca et le violoncelle, viennent proposer un concept musical alliant ces deux instruments. Je l'avais déjà invité une fois pour faire une rencontre au conservatoire à Paris, à Montreuil plus exactement, pour que des gens voient qu'on pouvait jouer avec des percussions et un violoncelle sans que ça soit si Clivant. Oui, puis qu'il n'y ait pas ce côté fracture justement, et que ça soit vraiment... c'est des peaux, des cordes, du bois, c'est des matières qui imitent la nature, qui imitent les forces de la nature, mais il n'y a pas un côté... moi, je ne voyais pas de différence, si ce n'est que les différences, elles viennent des cultures, de la communication, des langues. La langue des tambours n'est pas la même que celle des cordes. Roger Raspail, percussionniste d'élite, associé à la crème des jazzmen antillais, Alain Jean-Marie, Jacques Courcil, Ralph Tamar, comme au grand nom de la chanson africaine, Césaria Evoria, Pierre Akendengue, pose un regard de connaisseur sur la musique gros-ca, une musique qu'il a entre autres fait évoluer. J'ai eu la chance d'avoir joué avec Vélo avant de quitter l'île. J'ai eu la chance de jouer avec Carnot avant de quitter l'île. J'ai eu la chance de jouer avec Guy Conquête en Guadeloupe. Après, à Paris, ensuite, j'ai beaucoup tourné avec Guy. Le gros-ca, je pense qu'on l'a tous porté à un niveau que maintenant, on ne peut plus faire marche arrière. On ne peut plus dire que c'est une musique de vieux nègre. On ne peut plus dire que c'est une musique de révolutionnaire. C'est une musique tout court. Et je pense qu'il va falloir vraiment qu'on s'y habitue, que la musique gros-ca fasse partie du panel musical du monde entier. Et c'est ce que je me suis pas obligé de faire, mais que j'ai fait pendant toute ma carrière. Ces deux musiciens sont en tournée entre la Martinique et la Guadeloupe jusqu'au 5 décembre. Ils vous attendent samedi 28 novembre à Capesterre-Belle-Eau. Et on va rester dans le domaine de la culture. On va parler de cinéma avec notre invitée. Bonsoir Mariette Montpierre. Bonsoir. Alors vous êtes réalisatrice et depuis le mois de septembre, vous participez à la première promotion des ateliers Varan Caraïbes. Alors ce sont des ateliers de réalisation de films documentaires en Guadeloupe. C'est destiné à qui ? Destiné à tous ceux qui veulent raconter des histoires, raconter nos histoires et faire des films documentaires, de longs métrages ou de courts. Et l'association Varan Caraïbes, avec Gilda Gonfier et Sylvaine Dampierre, nous fournissent pour la première fois en Guadeloupe un stage de longue durée sur 3 mois pour faire l'apprentissage de la technique Varan. Alors vous étiez 11, j'imagine qu'il y a des profils différents. Vous êtes une réalisatrice confirmée. Pourquoi justement avoir participé à ces ateliers ? Oui, alors il y a des stagiaires de 22, 25 ans et puis de certains plus âgés. J'ai décidé de participer parce que je trouve on a toujours à apprendre. Je voulais me remettre en question et apprendre une technique où je peux faire des films où je suis honnête, où je fais un cinéma direct, un cinéma émouvant, et on n'apprend jamais assez. Et je suis très contente d'avoir fait ce stage parce que maintenant, je trouve que je sais que je suis une réalisatrice transformée. Je ne ferai plus jamais les films que de la même façon. Vous parlez de cinéma direct, c'est quoi exactement ? Le cinéma direct, en fait, c'est lorsque on laisse le temps
aux images, aux choses de se faire. On n'a pas de lumière, on n'a pas de trépied, on est là avec son sujet, on le laisse parler. Il y a quelquefois des échanges de paroles ou d'autres fois c'est le silence et on filme avec notre cœur, on porte notre regard, notre vision sur le sujet qu'on aborde. En ce qui me concerne, mon film s'appelle Black Kiss et c'est l'histoire de Bruno, un pêcheur, un marin pêcheur à Petit-Bourg qui, malgré les sargasses et le chlordécone, veut vivre sa passion. Sa passion, c'est la pêche et il persiste à pêcher malgré tous les problèmes qui existent en ce moment en Guadeloupe dans le milieu de la pêche. Alors, c'est un film qui sera projeté demain au Memorial Act, on va en parler dans quelques instants. Mais avant, est-ce que je peux vous demander quel est le regard que vous portez sur le cinéma guadeloupéen en général ? Le cinéma guadeloupéen est un cinéma qui se développe. On a de bons réalisateurs, Jean-Claude Flamand, Christian Lara, on a aussi de nouveaux réalisateurs, Guy Gabon, Mélissa, tous les gens qui sont de notre formation sont là pour raconter des histoires. On a plein d'histoires à raconter et c'est ce qu'on va faire avec nos caméras et les moyens que nous avons et donner la parole aux Guadeloupéens. Alors là, justement, ces ateliers concernaient le film documentaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de films documentaires guadeloupéens ? Il y a des films documentaires qui existent, mais on s'améliore, on porte un regard différent. On ne fait pas de reportage, de journalisme, mais on raconte des histoires à notre manière. Alors votre film de 33 minutes, je crois, donc Black Kiss sera donc projeté demain au Memorial Act, ainsi que les 10 autres films tournés par vos camarades. Alors, si je peux les citer, il y a Pekka, Axel, Mélissa, Guy, Chris... Cédric, et j'en oublie, mais en tout cas, j'aimerais vous dire que les séances sont à 16h, à 17h30 et à 19h30. Le mien, Black Kiss, c'était à 17h30. Est-ce que vous pouvez juste nous parler des autres thèmes qui sont abordés dans les Oui, dans les thèmes films sont très divers. Par exemple, il y a un film qui s'appelle La Rue Vatable, sur la rue Vatable, La montée des eaux, par Guy Gabon, partir ou rester, vivre en Guadeloupe ou partir en métropole, par Axel. Cédric, son film s'appelle La vie en rose. C'est un film très intime, je n'en dis pas plus sur lui. Il y a Kra Kwasi qui parle d'une famille... un film difficile à définir, donc je ne veux pas... on invite de toute façon les téléspectateurs à venir les découvrir, puisqu'en plus c'est l'entrée libre et gratuite. Absolument. Une dernière question, la finalité, est-ce que vous espérez que votre film soit diffusé sur le petit écran Oui, peut-être, oui. C'est toujours très bien, en fait, que nos films soient diffusés sur le petit écran, mais ce que j'aime bien dans les films que nous faisons, c'est que nous n'avons pas de but commercial pour le moment. Nous voulons les techniques que nous apprenons, on est libre d'évoluer et de faire le cinéma qu'on veut. Alors s'il est diffusé, c'est très bien. Je lance un appel à toutes les stations de télé et de cinéma à diffuser le film, et nous serons tous ravis. Mais nous n'avons pas de but commercial au départ. Merci Mariette Montpierre d'avoir été ce soir l'invitée sur le plateau d'Alizé. Merci beaucoup. On va parler de sport maintenant avec les skippers de la Mini Transat Île de Guadeloupe qui étaient tous réunis hier soir justement au Memorial Act. Le vainqueur Frédéric Denis qui a bouclé la course en un petit peu moins de 20 jours a reçu sa récompense, tout comme le Guadeloupéen dont c'était la première participation, Karl Chipotel. Le reportage d'Éric Pommier. C'est cette grande famille de la voile, option compétition, plus de 50 skippers, qui a fait de la Mini Transat 2015 la mini la plus compétitive de son histoire. Plus de 45 skippers partis au large et en solitaire, à tous, avec l'envie de gagner, mais avant tout avec la mission de rentrer à bon port à Pointe-à-Pitre. Hier soir, sur le site du Memorial Act, à l'occasion de la cérémonie des récompenses, ils avaient tous le sourire, heureux d'avoir fait l'impossible. La Mini Transat, pour moi, c'est une aventure qui véhicule l'espoir et le rêve, et avec les temps qui courent, je trouve que c'est vraiment très très important. Et voilà. Très ravi d'avoir eu cette victoire sur cette deuxième étape. Je tiens à remercier vraiment tout le monde pour cette belle organisation et surtout tous les concurrents. Je crois qu'on peut tous te féliciter d'avoir fait une super ambiance. Merci à la Guadeloupe aussi pour ce super accueil. Et voilà, je crois que l'ambiance de la Mini Transat, ça vaut vraiment de l'or. Donc voilà, bravo à tous.
Le vainqueur, Frédéric Denis, c'est lui, le skipper de tous les records à bord de son 650 catégorie proto. Outre la victoire, le skipper a rappelé l'intérêt de participer à cette course unique, à la saveur et à la philosophie particulière. Un énorme merci à tous les concurrents déjà, parce qu'on a passé des moments vraiment exceptionnels ensemble et je pense que c'est des liens qui vont rester tissés à jamais. Merci vraiment à l'accueil ici, que ce soit aux étapes, tout le long de cette régate, c'est vrai qu'il n'y a pas eu un seul faux pas, ça a été du bonheur tout le temps, arriver en Guadeloupe avec cet accueil, ces conditions, c'est vraiment, c'était un rêve et le reste sur la liste de la meilleure façon possible. 19e au classement général, Carl Chipotel, le local de la flotte, a été acclamé sans retenue. Le public, par une avalanche d'applaudissements, a compris l'enjeu du challenge du skipper guadeloupéen, dont c'était la première tentative. Et évidemment, ma présence ici est totalement partisane. Elle est seulement due au fait que je sois ici. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ma course, je l'ai faite du mieux que je pouvais. Pour une petite deuxième place, allez, je me rends contente. Et en me disant que j'en viens d'autres. Le rideau à 21h30 est enfin tombé sur la Mini Transat 2015, enfin presque. Le 5 décembre en effet, toute cette même famille se retrouvera à l'occasion du Salon nautique de Paris, porte de Versailles, pour la remise officielle des récompenses. Avant de se quitter, on va faire un rapide point sur vos prévisions météo pour demain matin en Guadeloupe. Alors comme c'est le cas depuis maintenant plusieurs jours, le temps sera instable avec une alternance d'éclaircies et de passages pluvieux. Les températures afficheront au réveil entre 26 et 28 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, une météo détaillée de notre région, suivie du journal de TF1 qui reviendra notamment sur l'hommage national aux victimes des attentats du 13 novembre dernier à Paris. Journal qui sera suivi des pronostics hippiques de Prévert-Mayengo. Votre soirée sur Alizé, vers 20h10, vous retrouverez votre magazine hebdomadaire Télescopie. Jean-Luc Icard reçoit Harry Chalus, candidat aux élections régionales. L'actualité locale et régionale, elle revient demain dès 12h30. Ce sera en compagnie de Jean-Luc Icard. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dès lundi. Excellente soirée sur Alizé.